bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. 1,330 milliard de dollars américains, c'est le coût global des élections en RDC. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, l'a dit au cours d'un point de presse. Plus de détails avec Philippe Voupi. Suivez. Au cours d'une rencontre avec quelques responsables de la presse, Corneille Nangaa a estimé que le coût global des élections cycle complet, de la présidentielle au local, en passant par les urbaines, est de 1,330 milliards de dollars et non de 1,8 milliard de dollars. Le président de la CENI a poursuivi sa déclaration en disant que ce budget est triennal, donc s'étend sur 3 ans. Son exécution a débuté en 2016 avec l'opération de révision électorale en cours, dont la fin est prévue à fin juillet 2017. Ce budget est réparti de la manière suivante d'après Corneille Nangaa. 400 millions de dollars pour la prévision du fichier, 526 millions de dollars pour les élections présidentielles, législatives et provinciales, 385 millions de dollars pour les municipales, urbaines et locales. À l'opposition, Jean-Bertrand Ewanga, président du Front citoyen pour la République, reste pessimiste quant à l'organisation des élections pour cette année 2017 ainsi que pour l'année prochaine. Jocelyne Luanga, Tivali Wambela, suivez. Il n'y aura pas élection ni cette année ni l'année prochaine. Lâche Jean-Bertrand Ewanga. Non, même pas pour l'année prochaine. Le ministre du Budget a sûrement dit la vérité. Où part l'argent? Qui donne l'argent au compte du Trésor? Ce sont les régies financières. Et qui gère ces régies financières? Comment est-ce qu'ils ont été nommés? La volonté de ceux qui pilotent la machine, qui trouvent tout le prétexte possible pour retarder le temps. S'il n'y a pas d'insécurité, il y aura le gouvernement qui refuse de démissionner. Si le gouvernement ne démissionne pas, il y a le M23 qui reprend. Si le M23 ne reprend pas, la CENI qui dira non, nous on n'a pas de moyens. Il ne faut pas nous ramener dans la situation du 19 décembre 2016. Et l'article 64 de la Constitution est toujours là. Par ailleurs, le président du Front citoyen pour la République accuse le pouvoir en place d'être responsable de la sécurité qui sévit au pays. Vous accusez du DPS quand le curé, la sentinelle, à quelques mètres, il y a la police. On demande à la police de venir intervenir, la police ne vient pas. Mais il y a un problème. Cette manière de coller cet incident à l'UDPS, ça peut être l'œuvre de manipulateurs qui cherchent à récupérer la situation, qui cherchent à installer le chaos au Congo pour justifier, à un moment dire ça ne va pas, comme on ne s'attend pas, comme le fait en insécurité, on opte pour le référendum. Nous connaissons leur plan. Nous allons opter pour le référendum. Non, ça ne passera pas. À la majorité présidentielle, Raphaël Loulou, secrétaire général adjoint du MSR, s'est exprimé à ce sujet. Jocelyne Luanga, Privali Wambela, regardez. Madame le ministre du Budget l'a dit et il s'est longuement expliqué. Et nous, à la majorité présidentielle, nous disons, nous voulons aller aux élections. La tâche a été confiée au gouvernement, conduit par le Premier ministre de l'opposition, et le ministre du Budget est de l'opposition. Et je pense, madame, ajouté à la volonté de gens de la majorité, nous irons aux élections. Nous voulons voir que le Premier ministre et le ministre du Budget nous amènent aux élections, madame. Il n'y a plus de subterfuge. Nous devons aller aux élections. Parce que si c'était un membre du gouvernement qui est de la majorité, je crois que depuis 2-3 jours, madame, tout le monde aurait déjà crié que la majorité est en train de concocter des plans pour qu'on n'aille pas aux élections. Nous disons au Premier ministre Sami Badibanga de l'opposition, au ministre du Budget de l'opposition, nous de la majorité, nous voulons aller aux élections. Nous sommes prêts. Allons aux élections. Toujours en rapport avec le processus électoral, le centriste professeur Stéphane Nzita, président national de PPPC, estime que Corneille Nangaa a surestimé le budget des élections et propose quelques pistes de solutions. Philippe Vumpi, Arnaud Massamba, regardez. Ne peuvent pas aller au-delà de 900 millions de dollars américains.
c'est-à-dire la moitié de ce qu'il proposait la première fois, ça ne peut pas dépasser 900 millions, je répète. L'homme intelligent doit savoir d'abord utiliser ce qu'il a. Je voudrais aussi que la CENI nous donne la liste et le CV de ces fameux experts qu'elle vante, pour lesquels nous doutons l'existence et surtout les mandats de leurs institutions. Nous étions en contact avec les organisations qu'il a mentionnées, où venaient les experts, et apparemment, officiellement, il n'y a pas une seule organisation qui a travaillé avec la CENI pour trouver ce chiffre qu'il avait, qui est dans l'absurdité. Nous espérons donc que la CENI arrive à consulter les Congolais qui sont là. Nous sommes prêts à montrer ligne par ligne comment nous pouvons avoir les élections avec moins de 900 millions de dollars. Je demande que la Cour des comptes, et maintenant que le Parlement n'a plus la légitimité, mais nous allons chercher le moyen pour lequel qu'on puisse auditer les comptes de la CENI, parce que les nombreuses confusions qu'elle sème montrent qu'il y a quelque chose qui est anormal. Comme vous le savez, l'UDPS, par son secrétaire général Jean-Marc Kabound, a désigné le site Pongabi comme deuxième choix, pouvant abriter la sépulture du 5 de Limete, un choix qui suscite pas mal de réactions. Maître Antoine Mahamba Kassiwa, fils d'Alexandre Mahamba, l'un des martyrs de la Pentecôte, pas d'accord, et déclare que puisque l'opposant historique Étienne Tshisekedi a joué un rôle important concernant la pendaison du 2 juin 1966, l'enterrer à la place Pongabi était un acte de mépris et une volonté délibérée de falsifier et d'effacer une page de l'histoire de notre pays. C'était à travers une correspondance adressée au numéro 1 de la ville de Kinshasa. L'essentiel de la lettre est lu ici pour vous. Suivez. Nous sommes en possession des évidences qui laissent entrevoir sans l'ombre d'un doute que M. Étienne Tshisekedi Wamulumba a fait partie des bourreaux qui, pour des raisons d'adversité politique, ont mis de manière brutale et illégale un terme à la vie des 4 dignes fils du pays, en l'occurrence Évariste Kimba, Jérôme Anani, Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba. Voilà pourquoi nous considérons la requête du secrétaire général de l'UDPS, qui est celle d'abriter la sépulture de M. Tshisekedi au site de Pongabi, comme un acte de mépris à l'égard de la mémoire des illustres disparus et une volonté délibérée de falsifier et d'effacer une page de l'histoire de notre pays. Nous vous demandons, Excellence, Monsieur le Gouverneur, de rejeter cette proposition qui non seulement blesse les descendants de 4 martyrs de la Pentecôte, mais aussi froisse les susceptibilités de certains regroupements sur l'échiquier politique de la RDC, tout en espérant que les autorités auxquelles il a été donné ampliation de la présente vont chacun, en ce qui concerne, œuvrer ou faire le nécessaire pour faire respecter les droits des uns et des autres. Nous vous prions, Excellence, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir agréer l'expression de notre haute considération. Signé Maître Mahamba Kassiwa, avocat. Et en rapport avec le deuil de Tshisekedi, la dynamique des jeunes leaders de la RDC et de la diaspora a opposé le week-end dernier sa signature au livre des condoléances d'Étienne Tshisekedi au siège de l'UDPS. Astrid Madia, présidente de cette plateforme, est au micro de Justine Waka. Suivez. La dynamique de jeunes leaders de la RDC et de la diaspora avait appris avec tristesse et consternation la mort du président Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba le 1er février 2017 à Bruxelles. La dynamique présente ses sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, à la grande famille politique de l'UDPS, au rassemblement des forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement, ainsi qu'à tout le peuple congolais. La dynamique demande avec insistance au chef de l'État
de poser de tout son poids pour que les accords de la Sainte-Sylvestre, pour lesquels le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba soient les plus vite appliqués. La dynamique réitère encore son souhait de voir l'honorable Félix Antoine Tshisekedi nommé Premier ministre de la transition comme le veut la majorité du peuple congolais. À toi, docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, unique tu étais, mortel tu es parti, immortel tu le demeures, peuple tu es devenu. Que vive la dynamique des jeunes leaders de la RDC et de la diaspora. Attaque des paroisses catholiques, on en parle après Saint-Dominique sur la 13e rue Limété, dimanche 19 février. C'est le couvent des religieuses à Katouba qui a été victime d'un incendie toujours perpétré par un groupe d'individus non identifiés. Et en rapport avec les actes de vandalisme perpétrés contre l'église catholique, Jean-Claude Katendi, président de la ZADO, fustige ces pratiques. Paulin Kamaïndoa et les airs. Suivez. Jean-Claude Katende estime que la prise de position de la majorité présidentielle de commun accord avec le gouvernement sur le vandalisme de la paroisse Saint-Dominique détourne la justice vers de fausses pistes. La question liée à l'attaque de la paroisse Saint-Dominique à Limété, c'est une question qui appelle à la réflexion. Et nous pensons pour notre part que c'est dommage que la majorité et le gouvernement aient identifié déjà les coupables et nommé les coupables sans que la justice ne soit activée pour qu'elle, de manière indépendante, puisse identifier les coupables et éventuellement les traduire en justice. Nous avons pensé pour notre part que la prise de position de la majorité et du gouvernement sont destinées à désorienter la justice vers une piste qui pourrait ne pas être la vraie. Poursuivant, l'homme appelle l'exécutif à ne pas interférer dans les affaires de la justice. Nous condamnons tout vandalisme, qu'il vienne de gauche ou de droite, ça ce sont des choses qu'il faut bannir dans une république. Mais à désigner les auteurs de manière précipitée, sans laisser à la justice de faire son travail de manière indépendante, là nous ne sommes plus dans une démocratie, on est dans une jungle ou dans une dictature. Autre chose à présent, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, appelle le gouvernement à faire poursuivre et punir les auteurs de violations graves des droits de l'homme. C'était au cours d'un point de presse tenu à son siège à la commune de la Gombe. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de cette structure, est au micro de Jocelyne Luanga et Privali Wambila. Suivez. Le gouvernement a publié un communiqué de presse par lequel il soutient qu'il ne lui revient pas de prouver l'innocence des FARDC qui auraient commis des exécutions extrajudiciaires. Le gouvernement de la RDC a, en vertu du droit international, l'obligation internationale d'effectuer des enquêtes complètes et impartiales sur les allégations des exécutions extrajudiciaires au Kasaï central, de découvrir les éventuels coupables et de les traduire en justice et de les punir, de dédommager les victimes ou leurs familles et de prendre des mesures qui empêchent que se commettent à l'avenir de telles violations. Si les coupables sont certains de ne pas avoir à répondre de leurs actes, ce genre de violations risque de se multiplier. C'est pourquoi la CAJ recommande encore une fois et vivement à la communauté internationale en général et au Conseil de sécurité des Nations Unies en particulier d'accentuer des pressions sur le gouvernement congolais afin de les contraindre à accepter la dite enquête et d'envisager éventuellement des sanctions individuelles contre les officiels qui s'y opposent.
On n'en dira jamais assez à Kinshasa, l'eau de pluie est devenue source de plusieurs maux empêchant les citoyens congolais d'évacuer librement à leurs occupations. Ces derniers lancent un SOS, élément d'Arnaud Massamba. Regardez. Première rue industrielle dans la commune de Limete, revêtue d'une robe hydrique. Il s'agit des eaux de pluie qui n'ont pas trouvé de passage pour se jeter dans les canaux d'écoulement. Juste à côté, les bouteilles en plastique se portent à merveille. Face à cette situation, les langues se délient. Aux autorités compétentes d'agir. Les élections auront bel et bien lieu en cette année 2017. Vous avez été nombreux à demander l'élément sur le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia, qui a recadré les faits sur le processus électoral. Il est au micro de Peter Tiani. Regardez. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Peter Tiani. Monsieur Kangoudia, vous êtes ministre de budget, ministre d'État en charge du budget. L'information a circulé dans la toile, ce tollé général. Le ministre a tenu une conférence de presse dans laquelle il a dit qu'il n'y aura pas élection en 2017. Au regard du budget, les moyens ne sont pas suffisants pour mobiliser 1,8 milliard de dollars. Mon cher ami, je ne sais pas d'où les journalistes ont tiré ces propos. Ceux qui étaient dans la salle le 15 février, le mercredi 15 février dernier, je leur lance le défi de vous apporter un début de preuve, un son, une image où je suis en train de faire une déclaration que vous êtes en train de me donner maintenant. De ma bouche, je n'ai jamais, mais alors jamais, je suis formel, je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2017. Et je suis surpris par cette difficulté de compréhension de texte. C'est comme si les gens n'avaient pas été à l'école. Un journaliste me pose la question de savoir si il était possible en 2017, au regard de la modicité de recettes de l'État, s'il était possible de débourser 1,8 milliard de dollars. J'ai dit ceci, qu'au regard de ce que nous avons comme moyen, il ne me paraît pas possible de débourser 1,8 milliard en 2017 pour les élections. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? D'abord, le 1,8 milliard de dollars, c'est pour le financement de l'ensemble du processus électoral. C'est ce qu'avait dit la CENI. Nous étions en ce moment-là dans le pourparler à la Cité de l'Union africaine. Et cela était étalé sur 3 exercices. Ça devait commencer en 2016, 2017 et 2018. Pour l'ensemble du processus électoral, s'il vous plaît. Personne, aucune institution de la République n'a demandé à l'État de débourser en une année 1,8 milliard. Donc pour moi, ce n'était même pas un problème qui se posait et je pensais que tout le monde devait l'avoir compris comme tel. Nous sommes en train de préparer le budget de l'État pour l'exercice 2017. La CENI va nous présenter ses prétentions ou ses prévisions. Et nous allons entrer en pourparlers, nous allons faire l'arbitrage et voir ce qui est possible d'être donné pour les élections en 2017. Et aussi loin que puisse aller ma mémoire, je n'ai jamais entendu parler de la tenue de toutes les élections envisagées en 2017. Cela n'a jamais été dit, ni à la Cité de l'Union africaine, ni à la CENCO. Alors, ce procès que j'entends, que j'aurais dit, et tout ça, que j'aurais dit qu'il n'allait pas y avoir des élections en 2017, je l'ai dit où, je l'ai dit à qui, et dans quelles circonstances l'ai-je dit? Je pensais que les gens allaient avoir l'intelligence même de comprendre que ça a été une erreur de compréhension d'un individu qui a envoyé cette information, je ne sais dans quelles circonstances. Et non, un emballement médiatique hors pair, un déchaînement passionnel,
Et vous entendez tout le monde vous dire, ah, vous avez dit qu'il n'allait pas y avoir des élections en 2017. Je n'ai jamais dit ça. Ça veut dire on a dénaturé vos propos. Comment vous justifiez cet acte mal intentionné des journalistes ou mauvaise compréhension de votre communication? C'est la question qu'il faut poser à ceux qui ont eu la responsabilité de diffuser cette information. En ce qui me concerne, il n'est pas possible que je vous réponde parce que je ne connais pas les intentions de ceux qui ont diffusé sur les réseaux sociaux et d'autres organes de presse pour dire que j'aurais donné l'information sur l'éventualité de la non-tenue des élections en 2017. Est-ce que cela serait de mon ressort? Par déduction, d'autres disent que le fait d'avoir dit qu'il n'y aura pas, il n'y a pas moyen de mobiliser 1,8 milliard, par ricochet voulait aussi dire que puisqu'il n'y aura pas moyen, donc il n'y aura pas élection. Qu'est-ce que vous en dites? Mais non, n'est pas. D'abord, je viens de vous le dire et je répète, il n'est pas question de mobiliser 1,8 milliard de dollars pour les élections en 2017. Dans tous les cas de figure, le budget ne le permet pas. Mais cela n'empêche pas la tenue des élections. Les élections envisagées pour 2017, s'il vous plaît, ne coûtent pas 1,8 milliard de dollars. Ça coûte combien, monsieur le ministre? Mais nous le saurons avec la CENI. Il y aura élection cette année. Est-ce que c'est à moi de décider qu'il y a élection ou qu'il n'y ait pas d'élection? Du point de vue budget, par rapport à seulement l'élection présidentielle. C'est sûr que nous allons prévoir du crédit pour les élections en 2017. Si vraiment nous n'arrivons pas à le faire, et ça m'étonnerait, si nous n'arrivons pas, nous allons recourir à des partenaires. Dans mon propos de ce jour-là, j'avais commencé par rappeler les 3 missions assignées au gouvernement, c'est-à-dire faire face aux défis sécuritaires, et Dieu sait seul combien de défis nous avons. En ce moment, vous êtes en train de suivre la situation, comme nous. Dégager des moyens pour organiser les élections, je l'avais dit, et enfin améliorer le social des Congolais. Mais tout ça n'avait pas retenu l'attention de certaines personnes qui étaient dans la salle. Il avait suffi qu'un de vos confrères me posa la question de savoir s'il était possible de débourser 1,8 milliard de dollars pour les élections en 2017, que les gens transforment mes propos et ça devient, puisqu'il n'y a pas 1,8 milliard de dollars en 2017 pour les élections, donc il n'y a pas d'élection. Mais quel rapprochement? C'est quel raisonnement? C'est à tomber des nues. Et même des personnes qui ont un profil habituel, qui peuvent comprendre ce que j'avais dit, personne n'approfondit sa réflexion. Et les gens disent, non, il a dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2017. Mais je l'ai dit où? Je l'ai dit à qui? Les élections prévues, s'il vous plaît, en 2017 ne vont pas coûter 1,8 milliard de dollars. Je le dis à voix haute, avec fermeté, avec conviction qu'il n'y aura pas 1,8 milliard pour les élections en 2017. Les élections prévues pour 2017, nous aurons le besoin de financement par la CENI. Et que les gens ne puissent pas transgresser mes propos, aller me faire porter la responsabilité de l'annulation ou de la non-tenue des élections en 2017. Je ne l'ai jamais dit, je répète, et vous n'aurez personne. Je vous mets au défi de me montrer que vous avez quelqu'un qui a un support sonore, un support audiovisuel, et là-dedans, j'aurais dit qu'il n'y aurait pas d'élection en 2017. Une autre réaction qui a secoué, c'était quand on a entendu le porte-parole du gouvernement dire que cette situation n'a jamais fait preuve d'une question au sein du Conseil des ministres, et ça aussi, ça jetait de l'huile au feu. Mais c'est normal, puisque vous lui avez dit que j'aurais dit qu'il n'y avait pas d'élection en 2017. C'est tout à fait normal qu'il réagisse comme ça, puisque le gouvernement n'a jamais dit qu'il n'allait pas y avoir des élections en 2017. Pourquoi voulez-vous que moi je le dise? Avait-il tort de dire que cela n'avait jamais été à l'ordre du jour du Conseil des ministres? Avait-il tort? Le gouvernement n'a jamais dit qu'il n'allait pas y avoir d'élection en 2017. Moi non plus, je ne l'ai pas dit. Ce que j'avais dit, ce que je dis et ce que je dirais, c'est qu'il n'y aura pas 1,8 milliard cette année pour les élections. C'est ce que j'avais dit et je continue à le dire. Et que diriez-vous de ceux qui pensent que c'est un rétropédalage, qui reste ancré dans la mémoire que vous l'aviez dit et aujourd'hui c'est un rétropédalage? Vous leur dites quoi? Mais et si je pouvais vous retourner à vous-même cette question.
Donc, le rétropédalage, sur ce que j'avais dit ou sur ce que je n'avais pas dit. Sur ce que je dis, je l'affirme, il n'y aura pas 1,8 milliard pour les élections cette année parce que les élections prévues pour cette année ne nous demandent pas 1,8 milliard de dollars. Personne n'a demandé au gouvernement de débourser cette année 1,8 milliard. Maintenant, qu'il n'y ait pas des élections en 2017, ça je ne l'ai jamais dit. Et personne au gouvernement ne l'a dit. Et personne ne m'a envoyé dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2017 et je n'aurais pas porté cette responsabilité de toutes les façons. Ce n'est pas dans mon domaine. Vous avez l'impression d'être piégé? Le rétropédalage porte sur quoi? Alors, quand les gens ont un déficit de réflexion qu'ils ne me fassent pas porter ce déficit-là. Vous avez l'impression d'avoir été piégé, monsieur le ministre? Personne ne m'a piégé, il y a eu tout simplement une incapacité, une paresse intellectuelle à comprendre ce que l'on dit, c'est tout. Quel piège? Il n'y a pas de piège. La question était claire. Le journaliste qui avait posé la question avait besoin de savoir s'il allait y avoir 1,8 milliard de dollars sur les élections en 2017. Je lui dis non. Pour des raisons que je viens d'évoquer. D'abord, la modicité de recettes, mais surtout, la véritable raison, c'est que personne ne nous demande 1,8 milliard de dollars sur les élections en 2017. Prouvez-moi le contraire. Pour ceux qui ont été froissés, personnellement, vous ont suivi, vous leur dites quoi aujourd'hui pour conclure cette interview? Pour ceux qui croient en vous et à l'UNC, qui ont été bousculés, vous leur dites quoi? Je vais leur dire que le cercle de ceux qui sont froissés s'est élargi. Moi aussi, je suis froissé. Et je viens de vous le dire. Vous voyez ma réaction. Cela signifie que ça, c'est très grave. Si les journalistes, des professionnels de l'information, participent à une conférence de presse et sortent de là avec des propos qui n'ont jamais été tenus et se permettent de diffuser une fausse information, qui doit être plus froissé? Mais je suis bien aussi froissé que l'opinion, et davantage froissé, puisque j'ai fait l'opinion maintenant de toutes sortes de critiques, et ça va même au-delà des simples critiques. Vous l'avez suivi, sur des propos que je n'ai jamais tenus. Je suis surpris moi-même d'apprendre que je suis responsable de ces propos-là. Et personne n'ose même pas demander est-ce qu'il les a vraiment tenus. Non, les gens disent simplement, ah, il les a tenus. Il les a tenus où? Moi, je pensais que c'était une gag, un gag, pardon, à un moment donné. Je me disais que non, ça doit être une blague. Sincèrement, je pensais que c'était une blague, c'était un gag, puisque cela n'avait jamais été dit. Ou alors, une capacité à pouvoir analyser les propos qui sont tenus. Comment pouvez-vous me faire comprendre que des intellectuels à qui vous dites qu'il n'est pas possible de débourser 1,8 milliard sur une année, donc sur 2017 pour la tenue des élections, qu'ils vous répondent, alors ils reprennent maintenant, dès qu'ils se retrouvent, ils disent non, il a dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2017. Quel rapprochement? De cet entretien, doit-on retenir qu'avec Pierre Kangodi au ministère du Budget, il y a élection présidentielle en 2017? Si telle est la volonté de la classe politique, si telle est la voie que nous devons tous suivre pour sortir de cette crise ici, pourquoi voulez-vous que un seul homme, une seule personne, et cette personne soit-elle ministre et même ministre du Budget, puisse s'opposer à la volonté populaire, d'autant plus que moi-même, je pense que c'est la seule voie que nous devons emprunter pour sortir de la crise que nous sommes en train de vivre en ce moment. Pourquoi vous pensez que moi je veux dire qu'il ne va pas y avoir d'élection? Je veux me baser, je ne suis même pas spécialiste des questions électorales. Je veux dire qu'il ne va pas y avoir d'élection comment? Merci, monsieur le ministre, pour cette ouverture. Il faudrait dire que vous avez gardé cet acte de pouvoir entrer directement en contact avec les journalistes. Je dois avouer ici que vous m'aviez appelé personnellement pour essayer d'éclairer, et nous sommes très contents que vous puissiez rester dans cette logique. Question pour nous d'être reconnaissants par rapport à ça, mais ça ne va pas nous empêcher de vous effleurer un peu par rapport au carburant. Un mot, le carburant se fait un peu rare. C'est vrai que c'est le ministre de l'économie, mais n'empêche qu'en tant que journaliste, quand vous tire un peu le verre du nez, un mot, ça se fait rare. Il semble que ça va monter, ça va descendre. Le responsable du budget nous dit quoi? Le responsable du budget, comme vous venez de le préciser vous-même, on vous prie de bien vouloir aller poser la question au ministre qui est en train de piloter cette affaire qui se trouve dans ses prérogatives. Sinon, je vais parler encore de problèmes qui ne sont pas le mien, et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour
la solidarité gouvernementale. Monsieur le ministre Kongoudia, merci. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser pour mon ton tout à l'heure. C'est parce que je suis extrêmement indigné. Je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible aujourd'hui, que l'on puisse imputer à quelqu'un des propos qu'il n'avait jamais tenus. Des coups bas en politique, tous les coups sont permis. Ah, ça, je ne sais pas, mais moi, je ne me suis jamais retrouvé dans des situations où j'étais en train d'échafauder des coups contre les gens, et donc je ne pense pas que cela soit possible et acceptable. Non, non, je ne suis pas, je ne mange pas de ce pain-là, moi. Monsieur le ministre, merci. Je vous en prie. Oui, c'était la communication du ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au ministère du Budget, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce jour